Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Je dirais une émission politique, c'est vrai, mais particulière, puisque nous aborderons un sujet, voire un sujet en deux, je dirais, puisque nous parlerons du Code noir au chlordécone à travers un ouvrage, l'ouvrage de Jean-François Niort, qui est universitaire mais aussi historien du droit. Nous aurons à échanger avec lui sur effectivement l'ouvrage, mais l'essence même de ce qu'il a voulu faire passer à travers cet ouvrage titré Du Code noir au chlordécone, héritage colonial français aux Antilles. Et puis il a poursuivi un petit peu plus loin en disant du monstre, je dis bien du monstre esclavagiste au monstre chimique, crime contre l'humanité et réparation. Et j'aimerais bien aborder avec lui aussi cette partie réparation, puisqu'on en parle de plus en plus. Certains ont du mal à identifier comment est-ce qu'on peut réparer. Donc nous verrons tout cela avec lui, puisqu'il est mon invité ce soir. Jean-François Niort, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir Yvelise, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors avant d'aborder un sujet important, le sujet de votre ouvrage, qu'avez-vous pensé du 17e congrès des élus départementaux, régionaux, parlementaires et maires? Alors je sais que vous suivez de très près tout cela puisque vous avez aussi cette casquette sciences politiques. Qu'avez-vous pensé de tout cela et que doit-on retenir selon vous? Eh bien c'est... Bon, je ne m'attendais pas à cette question d'emblée, mais disons que on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Peut-être se dire, si on le voit à moitié vide, on va dire 17e congrès, donc 17 congrès déjà, 17 ans pour en arriver au constat des mêmes problèmes récurrents. L'eau, la vie chère, le chômage, difficultés de développement économique, industriel, etc. Et puis, on peut essayer de le voir de manière optimiste en se disant, bon, bah, cette fois-ci, peut-être que c'est la bonne et que si les élus parlent d'une même voix et tiennent un discours de fermeté vis-à-vis du pouvoir central, on va peut-être pouvoir avancer parce que le chantier est énorme. Le chantier est d'autant plus énorme qu'on part de très très loin et que justement l'héritage colonial, eh bien, il est encore très pesant, très, très présent. Il est encore très structurant malheureusement de nos réalités ici, en Guadeloupe, en Martinique, dans les autres outre-mer aussi. Alors c'est vrai qu'on a un peu focalisé ce 17e congrès sur l'avenir institutionnel de la Guadeloupe, les avancées, alors changement de statut, on a parlé aussi du drapeau et de l'hymne guadeloupéen. Alors quand on regarde l'histoire, du point de vue de l'histoire, est-ce que selon vous, c'est un passage obligé par une avancée institutionnelle ou statutaire? Est-ce que aussi ça passe par vraiment marquer l'identité de la Guadeloupe à travers un drapeau et à travers un hymne? Eh bien, on constate que d'autres territoires ultramarins l'ont fait déjà, notamment la Polynésie, avec le drapeau, l'hymne. La Martinique aussi. Alors la Martinique, plus récemment, mais effectivement, voilà. Donc, alors après, c'est la problématique en particulier de la construction de l'État français qui se veut être un État unitaire, un État qui fusionne justement les cultures, les identités en une seule, une identité française, là, comme ça, qui pendant longtemps a été présentée avec nos ancêtres les Gaulois. Et justement, il y a d'autres États dans le monde, d'autres pays qui conjuguent plus facilement la diversité. Mais de toute façon, je crois que la France n'a pas le choix, puisque c'est déjà engagé avec la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, c'est la Guyane qui vient récemment aussi de réclamer d'aller plus loin. Donc c'est déjà engagé et il n'y a pas a priori de contradiction à conjuguer une identité politique plus large, plus fédérale par exemple, avec une identité politique plus locale, ou alors aller... Alors justement on commence peut-être un peu par la fin
avec ces questions par rapport à mes recherches, mais en tout cas, comme l'a dit d'ailleurs Philippe Verdol, un collègue qui a travaillé non seulement sur le chlordécone, mais sur l'héritage colonial, la structure coloniale, en fait, tout ce qui a été essayé depuis le départ, c'est-à-dire soit une pleine assimilation juridique de nos territoires au droit français et à l'État français, soit l'autonomie n'a pas été achevée, n'a pas été jusqu'au bout. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on est dans un entre-deux, créé par Colbert lui-même. C'est de lui que cet entre-deux, entre cette oscillation entre assimilation juridique d'un côté pour être des Français à part entière et puis en même temps être des Français entièrement à part, c'est de lui que ça vient et ça continue aujourd'hui, cette oscillation continue. Donc on pense à l'appel aussi de Fort-de-France de l'année dernière, c'est ça qui appelle à conjuguer la pleine égalité, une égalité réelle, enfin après toutes les lois qu'on a eues, notamment la loi Lurel qui réclame cette réalité de l'égalité et en même temps la prise en compte des spécificités locales, mais on voit qu'on est toujours, on n'y arrive pas, ni l'un ni l'autre, et que quand il y a des spécificités juridiques, c'est plutôt négatif, c'est plutôt des dérogations au droit français qu'on devrait plutôt appliquer. Donc le chantier est énorme. Alors, et justement, est-ce que... Alors la question qui était posée par certains observateurs, ou même par mon collègue Fred Reynaud aussi, qui donc à travers le CAGI, qui a commandé le sondage Calistat, comme il le rappelait, l'évolution statutaire, ça doit être un moyen, pas une fin en soi. Ça doit être un moyen de résoudre ou d'améliorer en tout cas le quotidien des Guadeloupéens et de résoudre si possible les problèmes. D'évolution statutaire ou d'évolution institutionnelle? Eh bien, justement, les deux sont liés. Mais encore une fois, le droit, les institutions ne sont que des moyens au service de la politique, au service d'un projet politique. Donc, si le projet politique, c'est de libérer la Guadeloupe et la Martinique et puis les autres territoires ultramarins, mais en particulier ceux-là, puisque mon ouvrage concerne particulièrement ceux-là, de l'héritage colonial, du poids de ce passé colonial, de cette structure coloniale qui empêche nos territoires de pleinement prendre leur essor et de déployer toutes les immenses richesses humaines et naturelles qu'ils recèlent, eh bien non. Mais oui, comment libérer ces territoires? Évidemment, on rentre dans le livre. Comment libérer ces territoires? Alors, justement, le problème n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément une évolution statutaire ou institutionnelle. C'est pas forcément une coquille ou un revêtement institutionnel. C'est avant tout une volonté politique. Comme le rappelaient différents intervenants à différents débats et différents commentateurs du 17e congrès, et même avant, déjà faudrait-il qu'on puisse appliquer correctement et pleinement le droit français, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, d'avoir de l'eau au robinet, que les Guadeloupéens, en tant que citoyens français, soient traités à part entière, et que tout le monde ait de l'eau au robinet, et de l'eau potable, si possible. On fait référence à cette plainte-là déposée au pénal. C'est quand même incroyable d'être dans un pays qui est censé être la France, la République française, et d'avoir de l'eau au robinet qui n'est pas potable, quoi. Alors là, je mettrai quand même un bémol. Pas au niveau de l'aspect chlordécone, mais lorsqu'on regarde un petit peu dans les régions françaises, il y a des régions où les gens n'ont pas d'eau dans leur robinet. On a vu ce que la population, notamment de Saint-Malo, disait. La population de Bretagne disait que nous, on n'a pas d'eau dans notre robinet. Aussi pendant, j'avais vu, pendant plusieurs semaines. Donc pas d'eau dans le robinet. Donc on ne peut pas se dire que la Guadeloupe, c'est juste un petit bout de la France à part où il n'y a pas d'eau. Ça, on peut pas résumer comme cela. La Guadeloupe, c'est quand même l'île aux belles eaux. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on n'est pas à Saint-Martin, on n'est pas à Désirade. Enfin, à Désirade, ils ont moins d'eau, mais sur la Basse-Terre et par exemple à Trois-Rivières ou à Capesterre, qui sont les lieux même d'où l'eau arrive de la nature, c'est quand même paradoxal. Saint-Malo, par exemple, ça se comprend. C'est là où ça coince. C'est là où ça coince surtout. Oui, alors que nous, c'est le nom même que porte
l'île initialement, l'île Ubelzo, Caru Carreira, bon, donc le paradoxe est quand même plus massif, et surtout c'est pas seulement le problème d'eau, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus structurel, c'est la vie chère, c'est le taux de chômage plus élevé que dans l'Hexagone, c'est la vie beaucoup plus chère, c'est la non-application de pas mal de règles de droit, et la prévalence d'intérêts économiques hérités de la structure coloniale qui font que lorsque le droit devrait s'appliquer, eh bien il ne s'applique pas toujours. Et ça crée des monstruosités, justement, à la fois parce que du monstre esclavagiste au monstre chimique. Alors, monstre chimique, c'est une expression utilisée par Jean-Yves Le Déaut, un député socialiste qui avait fait un rapport en 2009, je crois, sur le chlordécone. C'est cité dans l'ouvrage. Il est docteur en biochimie, en plus, il sait de quoi il parle, et c'est lui qui l'a qualifié de monstre chimique. Et le monstre esclavagiste, alors il faut prendre aussi le terme monstre dans déjà son sens étymologique en latin. Monstruosus en latin, c'est quelque chose d'anormal, une anomalie. Et en l'occurrence, une anomalie juridique, quelque chose qui juridiquement n'aurait pas dû voir le jour. Le code noir, le chlordécone, les épandages aériens de pesticides et toutes les autres dérogations n'auraient pas dû voir le jour, si tant est qu'on ait un territoire français dans lequel le droit français devrait s'appliquer. Voilà une des choses qu'on n'avait pas encore bien considérées par rapport au code noir et que le fruit de plus de 10 ans de recherche m'a amené à conscientiser, c'est que dès l'époque de Colbert, l'esclavage est déjà interdit en droit français. C'est déjà interdit dans le Royaume de France. Donc le fait de l'autoriser ici, de le légaliser ici, alors qu'il est interdit en droit français, eh bien on est dans la même logique que le chlordécone. Alors c'est le fil que vous tirez. La logique pour vous part du code noir pour arriver à l'aspect chlordécone. En fait, la logique, elle vient de l'idée même de colonisation. À partir du moment où ce concept, cette idée de colonie est installée dans nos territoires, sachant qu'une colonie n'a d'utilité que pour sa métropole, elle n'a d'intérêt, elle n'a de raison d'être que pour enrichir sa métropole, à partir de ce moment-là, tout ce qui justifie cet intérêt économique de la métropole va conduire à des dérogations, à des non-applications du droit, à des violences, au rétablissement de l'esclavage en 1802, par exemple, cet odieux, terrible et sans pareil dans l'histoire de l'humanité, rétablissement de l'esclavage, c'est toujours pour des raisons économiques. La métropole estime que, sur le plan économique, la colonie sera plus utile en rétablissant l'esclavage qu'en le maintenant supprimé comme depuis 1994. Donc, mais qui peut se targuer de faire usage de la violence? Eh bien, justement, qu'elle soit symbolique. C'est ce qui faut comprendre. Et puis, Césaire le dit déjà dans le discours sur le colonialisme dès les années 50. Et dans ce petit livre, il a déjà quasiment tout dit. Après, on ne peut que développer, déployer sa pensée. Mais à partir du moment où nos territoires ont été conçus dès le départ comme des outils, des objets d'enrichissement de la métropole, eh bien tout ce qui pouvait freiner cet enrichissement, tout ce qui pouvait être de nature, alors même que Colbert, je le disais hors antenne, Colbert a quand même, avant de faire préparer le Code noir, il a déclaré la coutume de Paris applicable ici. Depuis 1664, la coutume de Paris, c'est-à-dire pas seulement Paris. À l'époque, la coutume de Paris, ça correspond aux 2/3 du royaume français et ça équivaut au droit commun. Ça va servir de modèle au Code civil. À partir du moment, en 1664, il déclare la coutume de Paris applicable. En 1774, 10 ans plus tard, il place la Guadeloupe et la Martinique sous l'administration directe du pouvoir royal. C'est une forme presque de départementalisation, d'assimilation juridique et institutionnelle. Et en même temps, quelques années plus tard, en 1685, voit le jour cette ordonnance de mars 1685 qu'on appellera plus tard Code noir, qui régit le statut des esclaves et en même temps qui légalise du coup l'esclavage ici, alors qu'il est interdit
en France, eh bien, le même homme, ce même Colbert, crée cette ambiguïté, cette oscillation entre assimilation juridique et spécificité, dérogation complète, français à part entière et français entièrement à part. Ça date déjà de lui, et ça n'a fait que se perpétuer jusqu'à nos jours, à chaque fois, malheureusement, que les intérêts économiques prévalent. Alors comment se départir de cela ? Eh bien, décoloniser. Quand on parle de décoloniser nos territoires, c'est déjà et avant tout, avant même de parler de souveraineté, avant même de parler d'indépendance, je dirais, c'est déjà casser et liquider, casser ce modèle, cette perception qu'a le pouvoir central de nos territoires comme des choses utiles, et non pas qui ont leur fin en soi, comme on dirait dans des termes un peu plus philosophiques. Nous ne sommes pas des territoires et des populations qui ont leur fin en soi, mais qui sont perçus comme des objets ou des instruments d'enrichissement pour l'État français. Tant qu'on ne sortira pas de cette logique-là, on aura encore des dérogations comme on a pu avoir avec les épandages aériens de pesticides. Je le rappelle, c'était quand même des préfets qui édictaient des arrêtés préfectoraux manifestement illégaux dont ils savaient pertinemment qu'ils allaient être annulés par des tribunaux administratifs et qui réitéraient ces arrêtés parce que les intérêts économiques derrière le demandaient. Donc vous appelez ça crime contre l'humanité. Alors, dans votre cheminement, et puis ensuite, bon, on ne va pas développer tout le livre parce que l'intérêt, c'est que les gens puissent s'approprier ce livre et voir un petit peu comment est-ce que vous avez conçu tout ça, le cheminement, le fil conducteur de cet ouvrage. Mais on parle de plus en plus de cette notion de réparation. Et beaucoup ont peine à identifier comment est-ce qu'on pourrait réparer. Est-ce qu'il s'agirait de donner de l'argent à chaque Guadeloupéen? Comment est-ce qu'on peut aborder cette notion de réparation? Alors justement, l'ouvrage, je le présente régulièrement dans différentes conférences ou présentations. Là, la prochaine, ce sera le jeudi 22 juin, si vous me permettez de l'annoncer, à The Factory, donc le bar concept de la rue Boisneuf à Pointe-à-Pitre. Ça sera la prochaine présentation, donc les gens pourront venir aussi s'ils veulent se procurer l'ouvrage. On le trouve sur Internet, mais il n'est pas distribué en librairie ici pour un certain nombre de raisons qui tiennent aussi à l'héritage colonial. Eh bien, donc pour la question des réparations, ça tombe bien puisque j'avais organisé un colloque déjà là-dessus en 2006 où Christiane Taubira était intervenue, et je prévois d'en organiser un autre avec le CAGI en 2024, où là on va pouvoir aborder l'ensemble, parce que c'est très vaste. Si on élargit en plus la question des réparations, non pas seulement à l'esclavage, mais à la colonisation, si on envisage la question de la réparation, des réparations de la colonisation, alors là c'est beaucoup plus large et ça peut toucher à peu près tous les domaines économiques, sociaux, sociétaux, culturels, psychologiques de nos territoires, tellement ils ont été malheureusement négativement impactés. Même la santé publique impactée. On a des collègues à l'université qui travaillent sur ça, sur les séquelles de l'esclavage, sur la santé publique, des maladies chroniques comme l'obésité, etc. Et donc c'est très très vaste. Maintenant, si on veut se centrer sur la perspective économique, là il y aurait avant tout, comme ça a été rappelé d'ailleurs par le MIR, ça a été rappelé par aussi l'UPLG, et entre autres le LKP aussi, il faut sortir de cette monoculture intensive là qui a été infligée, qui a été imposée à nos territoires, notamment au moment de la départementalisation, et qui a fait que, alors que le modèle institutionnel tendait à sortir du modèle colonial, puisqu'on passait de statut colonial à un statut de département, donc normalement on devenait français à part entière, avec application à part entière du droit français, il n'en a rien été en fait. Mais on et peut au pas contraire, sortir de cette monoculture si les agriculteurs
ne s'empare pas de cette question. Oui, c'est certes, mais il faut dire oui, mais certes, faut mais quand ça a même été cheminer avant avec eux. avant de faire porter la responsabilité aux agriculteurs, il faudrait se poser la question qui a initié cette monoculture intensive, qui avait intérêt à l'initier et qui aujourd'hui fait en sorte de continuer à subventionner ces cultures, alors qu'il y aurait peut-être des cultures vivrières, par exemple, à subventionner. Ça soit quand même le fruit d'une réflexion. On parle de plus en plus d'autonomie alimentaire, par exemple. Au niveau des agriculteurs, il faut que ça soit eux qui s'emparent de ce sujet. Oui, mais je pense qu'ils en sont conscients et depuis bien longtemps. Il y a M. Théodore, par exemple, je pense qu'ils en sont conscients, ils le réclament depuis bien longtemps, qu'il y ait une réorientation de l'agriculture locale vers l'autosuffisance alimentaire, en tout cas vers une production vivrière qui est celle qui devrait être subventionnée pour ne pas rendre la Guadeloupe et les Guadeloupéens dépendants des importations alimentaires. Puisque, regardez, à partir du moment où on a commencé à basculer dans le statut départemental, disons à partir des années 50, bon c'était 46, mais à partir des années 50, la balance commerciale de nos territoires s'est complètement inversée. Avant, on était plutôt excédentaire en exportation et minoritaire en importation. Aujourd'hui, alors qu'on est devenu un territoire français soi-disant à part entière, des Français à part entière, on est dans la situation d'une économie totalement dépendante au niveau de la balance commerciale, puisqu'on importe entre 80 et 90%, et on n'exporte que 10%. Donc on est dans une situation de précarité, de dépendance inversement proportionnelle aux promesses que le statut des départements pouvait laisser miroiter, c'est-à-dire une plus grande autonomie, une plus grande sortir du modèle colonial, qui justement, le modèle colonial est justement pensé et conçu comme étant un modèle de dépendance, parce qu'il ne faut pas oublier que Colbert, quand il a conçu ce modèle colonial, mercantiliste en plus, basé sur le commerce, il était bien conscient qu'il fallait d'une part que, comme toute colonie, il faut que, pour être une bonne colonie, déjà, il faut produire des denrées que la métropole ne peut pas produire. Donc effectivement, le café, le sucre, etc. Mais Colbert disait, ça ne suffit pas. Pour qu'une colonie soit parfaite, il faut aussi qu'elle consomme les produits que la métropole lui envoie. Vous voyez, aujourd'hui, eh bien, si Colbert revenait, il dirait, bon, ben, c'est très bien, vous consommez énormément de produits de l'extérieur, oui. Eh bien, vous êtes une bonne petite colonie, puisque vous faites ce qu'on attend d'une colonie. Vous continuez à exporter des produits dont la France a besoin, parce que sous ses latitudes, elle ne peut pas le faire, la canne et la banane, mais en même temps, vous importez et vous consommez beaucoup de produits de l'extérieur, et qui viennent par des circuits maritimes économiques français, et notamment une compagnie, la grande compagnie transatlantique, pour ne pas la nommer, et qui donc enrichissent un système d'import-export, alors qu'on pourrait avoir tendance à penser que depuis 1946, on aurait dû, puisqu'on devenait citoyen à part entière, un département normal, on aurait dû donc réorienter l'agriculture, d'abord et avant tout, comme le fait n'importe quel État au monde, même la Chine, même la Russie, pense d'abord à nourrir leur population localement, avant d'exporter le surplus. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission, mais en quelques mots, comment voyez-vous cette notion de réparation ? Comment peut-on réparer ? Est-ce si simple que ça ? Ah ben non, c'est d'autant plus complexe et vaste qu'il faut réparer, à mon avis, non seulement l'esclavage, mais la colonisation entièrement. Il y a une partie qui est irréparable, comme dans tout crime, surtout dans un crime contre l'humanité, qui a été l'esclavage, qui a été aussi le Code noir, justement, en tant que texte délibérément illégal, violant le droit français, mais pourtant politiquement instauré pour des raisons économiques, pour légaliser ce mode de production esclavagiste. Donc il faut... ça aussi, il y a tellement de choses à réparer. Il y a des parties... Dans un crime, il y a des choses, comme disait Césaire, qui ne sont pas réparables. La souffrance qu'ont subi les esclaves, qu'ont subi donc ces générations d'êtres humains qui ont été utilisés comme des choses, des outils de production, c'est malheureusement pas réparable. Mais les conséquences qui pèsent encore sur nos territoires et nos populations, elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être politiquement, elles peuvent l'être symboliquement aussi, elles peuvent l'être
elles peuvent l'être, comme Christiane Taubira le disait en 99, quand elle a présenté sa proposition de loi qui allait devenir la loi Taubira. Elles peuvent être déjà réparées par la mémoire, l'histoire, déjà se souvenir, rappeler ce que ça a été et le dénoncer et l'appeler effectivement crime contre l'humanité. C'est déjà une forme de réparation, comme en justice, reconnaître un crime. Et il faudrait aller plus loin, effectivement, condamner le responsable. Alors le responsable, c'est les personnes, Colbert, tout ça, sont décédées, mais l'État français est toujours le même. Je fais référence, par exemple, au discours de Jacques Chirac à propos de la rafle du Vélodrome d'hiver, le Veldiv. Eh bien, Jacques Chirac a quand même, au nom de l'État français, alors que lui, c'est pas lui qui a fait la chose, mais au nom de l'État français, qui était bien la même personne morale de droit public, qui a utilisé ses forces de l'ordre pour aider les Allemands à rafler ces milliers de personnes juives pour les envoyer dans les camps, eh bien, il a demandé pardon, il s'est excusé, il a dit que oui, c'est un crime et c'est un crime imprescriptible. Qui doit demander pardon dans ce cas de figure l'État, les représentants de l'État, puisque les représentants de l'État changent, mais comme l'État est une personne morale de droit public qui, puisqu'elle en plus dispose de la souveraineté, donc l'une des caractéristiques de la souveraineté, vous vous souvenez, c'est la perpétuité. Oui. Hein, c'est depuis Clovis, Charlemagne, nous sommes dans le même État, la même personne morale de droit public qui doit assumer les choix qui ont été faits par ces différents dirigeants, qui doit les assumer, parce que quand ces choix-là ont violé le droit français, ont conduit à des crimes contre l'humanité ou à des scandales sanitaires comme le chlordécone, les épandages aériens de pesticides sur des territoires, des populations, d'autant plus que l'environnement maintenant aussi est une valeur constitutionnelle, eh bien il faut réparer, il faut que l'État, les dirigeants actuels de ce même État réparent les fautes commises par les dirigeants du passé, notamment Napoléon, quand il rétablit l'esclavage en 1802. Il faut assumer, voilà. En tant que chef de l'État, il faut assumer qu'on répare les conséquences des décisions prises par les chefs de l'État précédents. Jean-François Niort, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a encore beaucoup à dire. On pourrait faire plusieurs volets là-dessus. Mais l'intérêt, c'est que les Guadeloupéens puissent s'approprier cet ouvrage, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, essayer de mieux comprendre lorsqu'on parle du Code noir, de mieux comprendre aussi lorsqu'on parle chlordécone, et puis d'identifier des pistes peut-être de réparation à travers cet ouvrage. Donc vous pouvez nous le montrer. Oui, donc du Code noir au chlordécone, héritage colonial français aux Antilles, et puis du monstre esclavagiste au monstre chimique, crime contre l'humanité et réparation, donc l'ouvrage de Jean-François Niort. Et puis il y a le rendez-vous qu'on trouve sur Internet, mais à un tarif assez élevé, donc il vaut mieux venir à mes présentations d'ouvrages, et là on peut l'acquérir à un prix à peu près normal, un prix pas trop colonial, justement. Voilà. Merci Jean-François Niort d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous.